La critique se poursuit et nous parlons maintenant de littérature. Je suis toujours avec Philippe Chevillet, chef du service culture aux Échos, et nous avons été rejoints par Laurent Nunez, éditeur et critique. Tout à l'heure, nous parlerons de Sexy Summer, un roman estival de Mathilde Halley, mais tout de suite, nous débattons du dernier opus de Julian Barnes, paru chez Mercure de France, L'Homme en rouge. Julian Barnes, né en 1946 en Angleterre, est essayiste, journaliste et romancier, auteur de plusieurs romans historiques fort remarqués. Le point de départ de ce dernier récit est un tableau découvert par l'auteur en 2015 à la National Portrait Gallery à Londres. Le portrait de pied, peint en 1881, d'un bel homme brun qui pose sensuellement dans une robe de chambre rouge. Samuel Pozzi, c'est de lui qu'il s'agit, était alors à Paris le médecin des mondaines, voire plus, et professait la profession de gynécologue. Samuel Pozzi, c'est finalement une sorte de prétexte pour chroniquer une époque en faisant de savoureux allers-retours entre Londres et Paris. Julian Barnes se délecte de son érudition et fait intervenir toutes sortes d'illustres personnages du Second Empire à la Belle Époque, parmi lesquels Huysmans, Montesquieu, les Goncourt ou encore Oscar Wilde. Laurent Nunez, un premier regard sur ce récit. C'est mon livre doudou, je l'ai décidé. C'est-à-dire qu'on sent clairement que l'époque avait besoin de ce livre. Et il y a une postface assez claire à la fin de cet ouvrage. Vous avez vu, je l'appelle livre, j'appelle ouvrage. Au tout début, il faut savoir que lorsque les attachés de presse l'ont envoyé aux journalistes, la couverture, il y avait marqué roman dessus. Et que là, ils l'ont abandonné, ils ont tout enlevé. Alors, c'est pas un roman, c'est vrai. C'est quelque chose d'autre, très très documenté, magnifique. C'est l'histoire d'un homme et d'une époque, en fait, vraiment, d'une époque qui est très éloignée de la nôtre et en même temps qui lui ressemble beaucoup. Un monde où les Anglais et les Français s'admiraient, visiblement. Voilà, moi c'est vraiment un livre qui m'a passionné, on en reparlera, mais voilà, je dis pas tout. Philippe Chevillet. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé cet aspect livre érudit, un peu débridé, un mélange de biographie autour d'un personnage qu'on connaît peu ou qu'on ne connaît pas, d'essais historiques sur une époque, et puis cette réflexion sur l'esprit français, l'esprit anglais, sans cesse mis en parallèle avec un regard assez amoureux de Julian Barnes pour la France. C'est vraiment un roman qui m'a beaucoup un roman, j'ai dit un roman, vous voyez, c'est pas un roman, c'est effectivement, je l'ai dit, et qui m'a beaucoup plu aussi. Alors qui a des aspects un peu, c'est-à-dire qu'on est presque un peu perdu dans tous ces personnages, dans toutes ces histoires, surtout que les héros changent un peu, mais il y a plein de surprises parce qu'on retrouve Robert de Montesquieu comme Dandy plutôt que Oscar Wilde, par exemple, que visiblement Julian Barnes n'aime pas beaucoup. Visuellement aussi, peut-être, ça, on sait pas. Visuellement, sans doute aussi. Et donc, il y a des surprises, des digressions. C'est vraiment un plaisir de lecture. Oui, il faut dire que ce livre, en fait, ça se voit quand on l'ouvre, même quand on le feuillette, qu'il ne s'agit pas d'un roman traditionnel, puisque les paragraphes sont très courts. On saisit tout de suite visuellement le nombre d'italiques et le nombre de noms propres qui sont quand même assez c'est un nombre gigantesque sur chaque page. Et puis, il est très illustré également, Laurent Nunez. Ah oui, ça je tiens absolument à le redire fortement. Dès qu'on le feuillette, on s'aperçoit de quelque chose, c'est qu'il est très illustré, et d'ailleurs il provient, enfin, tout naît d'un tableau magnifique qui est de Pozzi, qui est en robe de chambre, et le tableau aurait très mal donné s'il avait été en noir et blanc, si on l'avait imprimé en noir et blanc. Et là, il est imprimé en couleur, et il faut le noter. Alors c'est un des bienfaits, bizarrement, je vous l'avoue, du confinement, c'est qu'en fait la plupart des éditeurs du coup sont obligés d'imprimer en France, et là ils ont demandé à une imprimerie qui a réussi à l'imprimer de manière assez incroyable. Vous savez, c'est pas très compliqué, que c'est en couleur. Si c'est imprimé en couleur, c'est que ça utilise 4 encres, ça coûte donc 4 fois plus cher à imprimer. Et ben on a vraiment un livre qui est presque un livre d'art, pour un prix vraiment qui est le prix d'un livre normal. Et ça commence, du coup, c'est un livre qui, vous savez, il y a le tarot, et puis lui, il a une sorte de tarot qui est de Félix Potin, c'est-à-dire il prend des sortes de vignettes de gens très connus, que ce soit Oscar Wilde ou Montesquieu, ou Adrien Proust, le père de Proust, etc. Et
on a l'impression qu'il joue avec ces cartes-là, qu'il nous les montre, et qu'il raconte une sorte d'histoire, d'une époque. Et c'est vraiment un aller-retour entre l'image et le texte qui est brillantissime, parce que vraiment, je pense qu'en plus qu'avec les réseaux sociaux, on est devenu accro aux images. Et là, on peut voir les deux. On a enfin les images, et les images ne veulent rien dire sans les textes, c'est évident. Et là, on a le texte avec beaucoup de blagues, beaucoup de mots rapportés. Ça qui est formidable, c'est une époque où Internet n'existe pas, évidemment, et donc on n'a rien enregistré de là-dedans. On a enregistré aucune conversation. Et bien là, d'un coup, on a l'impression qu'il les réinvente, qu'il les redonne. C'est l'histoire d'un homme qu'on connaissait. On connaissait les Pozzi, en tout cas, les journalistes connaissaient à cause de Catherine Pozzi, qui était la maîtresse de Paul Valéry, qui est aussi une poétesse. Et on pense d'ailleurs que Valéry lui a piqué quelques vers. Et enfin, on découvre son père, un homme incroyable, très droit et en même temps grand coureur de jupons, on va dire. Un homme qui a eu tous les succès, tous les drames. Et vraiment, la force de ce livre, c'est que c'est pas une biographie. C'est ça, ça décrit une époque et ça décrit même un homme. Et à la fin, on fait le livre, on ne sait pas très bien qui est cet homme. C'est-à-dire qu'il y a une part de mystère qui est propre à tout être humain, qui est complètement respectée. Parce que ça part en fait de l'arrivée à Londres de 3 hommes, dont Samuel Pozzi, mais aussi Montesquieu, qui est un des héros, on va dire ça comme ça, du livre. Mais c'est vrai que pendant les 100 premières pages, on le cherche un peu, le Samuel Pozzi. On ne sait pas exactement si c'est un point aveugle autour duquel tourne tout le récit, et on n'en saura peut-être finalement pas beaucoup plus sur lui. C'est juste une sorte de point de chute et autour duquel on tourne en développant le destin de tas de gens, d'ailleurs parfois qu'on connaît un peu parce quand on a lu Proust ou qu'on a lu les Goncourt, on y reviendra sûrement, mais aussi des illustres inconnus de cette époque. Mais Pozzi, est-ce qu'on sait vraiment pourquoi il est là et pourquoi il est le centre, pourquoi il est l'homme en rouge? Philippe Chevillier. Il y a un petit côté à la fois Frégoli, et Zelig, le personnage du film de Woody Allen, il est partout. À chaque fois, il a pour maîtresse Sarah Bernard, il est collectionneur de peinture, il adore l'opéra, on le voit partout. Et en fait, c'est comme un passeur d'une époque, passeur de personnages, passeur de héros, sur lesquels s'attarde Julian Bernard. Encore une fois, on aurait pu se dire, tiens, j'ai envie d'écrire sur la Belle Époque, je vais prendre Oscar Wilde, Beau Brummel, et il a pris en visitant en fait un musée à Londres, il a vu le tableau et tout d'un coup, il a joué un peu les Conan Doyle, les Sherlock Holmes, et il s'est dit, voilà, je vais faire mon étude en rouge et je vais essayer de raconter ce que j'ai envie de raconter aussi sur l'Angleterre et la France. Je crois que c'est important parce qu'il y a... ce livre, il a été écrit avant le confinement, il est paru en 2019, mais en plein Brexit en revanche. Et ce désir de revenir à une vie beaucoup plus trépidante, où les frontières sont ouvertes, avec un personnage ouvert. Parce que le personnage du médecin, il est important aussi. On voit que il va chercher en fait des solutions ailleurs. Il voyage et au lieu de dire nous la France on est les meilleurs, vraiment il crée son département en allant écouter les autres. C'est cette bienveillance, cette ouverture, ce qui n'empêche pas d'avoir des ennemis, notamment Léon Daudet, je crois. Mais enfin, en tout cas, c'est un personnage qui est bienveillant, qui est ouvert, et qui, j'imagine, pour Julian Barnes, représente un peu un idéal de Français qui... Oui, d'humaniste. Humaniste, c'est un peu la mondialisation heureuse, hein, ce livre-là. Laurent Nunez. C'est ça, c'est qu'à la fin, on le refait en se disant, bon, est-ce qu'on a rêvé? Est-ce que avant c'était si bien que ça? La fin, avec la mort tragique du docteur, montre qu'il y a toujours la violence et de la folie partout, puisqu'on sait qu'il est tué par un de ses patients. Voilà, mais ce qui est assez formidable, c'est que c'est un livre quand même sur l'amour, sur ce grand mystère incompréhensible depuis des milliers d'années. Et Pozzi a inventé presque la gynécologie. En tout cas, il a instauré, il a vraiment créé une véritable structure médicale sur ça. Il est très connu à cause d'un traité de gynécologie qui l'a rendu très célèbre. Et du coup, alors évidemment, c'est un sujet parfait pour Barnes. Et il a énormément de maîtresses comme Sarah Bernard et beaucoup d'actrices, etc. Donc et c'est un livre qui est à la fois sur les amours, sur l'amour de deux êtres humains. C'est-à-dire que c'est autant il y a d'amour hétérosexuel qu'homosexuel. Il y a Montesquieu, il y a, vous l'avez dit, il y a Oscar Wilde avec le fameux procès où il va être inculpé et puni. C'est vraiment un livre sur
la relation, en tout cas sociale, on peut dire. Voilà. Être humain, c'est être social, dans les salons, dans l'amour, en amitié. C'est un livre sur ça. Alors peut-être évidemment qu'il est écrit avec une pointe de nostalgie par rapport à notre époque. Et vous l'avez dit, il a été écrit au moment du Brexit, donc au moment où les relations entre la France et l'Angleterre n'étaient pas les meilleures. Mais c'est quand même un livre qui fait du bien et on le referme en reprenant confiance vraiment en l'être humain, en se disant que c'est possible finalement cet amusement. Alors c'est entre 1870 et la Première Guerre, et pourtant il y a un amusement quand même qu'on aimerait bien retrouver. Philippe Chevillet. Oui, et puis il y a un côté amusant aussi et qui est très, très cash d'une certaine façon dans la façon de démontrer aussi les relations ou la vision qu'on peut avoir un peu négative des deux pays. Lui, par exemple, ce qui le surprend dans l'époque, c'est d'une part c'est cette folie des duels, cette obsession de l'honneur qu'en France et qu'il trouve un peu dérisoire. Et puis ce côté, en fait, il démonte aussi le mariage bourgeois en disant grosso modo, quand on se marie en France, c'est ni pour le sexe ni pour l'amour, c'est ailleurs. Et ça, en Angleterre, on ne comprend pas ça. Et en même temps, il se moque aussi des Français qui, quand ils arrivent en Angleterre, considèrent que les femmes sont impossibles. Enfin, toute cette vision, il ne cache rien. Et en même temps, il y a une grande tendresse pour à la fois les deux pays, pour le côté, pour l'ouverture des frontières, pour tout ça. Et en nous plongeant effectivement dans une époque, c'est pas un traité politique. Hein, c'est un vrai livre érudit qui part dans beaucoup de directions. Et voilà. Ceci dit, c'est peut-être un traité justement sur cette question des mœurs sexuelles dont vous parliez, Laurent Nunez. Il y a une réflexion vraiment de long cours sur le dandysme et sur l'articulation entre ce qu'était le dandysme et l'homosexualité à cette époque-là, aussi comme posture esthétique, qui est assez passionnante. Je pense que moi, c'est ce qui m'a retenu le plus pendant la lecture, Philippe Chevillet. Oui. Je pense justement entre l'opposition un peu qu'il y a entre Montesquieu et Oscar Wilde, c'est vrai qu'il il analyse avec profondeur des personnages justement qui sont profonds, qui sont au-delà du dandy. Il y a une vraie profondeur chez Montesquieu, il y a une vraie grâce, et c'est vrai qu'à travers ça, entre ces réflexions sur le mariage bourgeois, sur ces accusations portées contre le gynécologue qui forcément couche avec ses patientes, le gros fantasme voilà, de l'époque, j'imagine, et ces personnages homosexuels dont on ne parlait pas forcément dans les autres livres d'histoire de la Belle Époque, où c'était juste suggéré. Il en parle avec avec une délicatesse et un intérêt et une profondeur qui est vraiment, moi, qui m'a aussi touché. Laurent Nunez. Oui, c'est-à-dire qu'en effet, il réhabilite un petit peu la figure de Montesquieu. Il faut savoir quand même que Montesquieu, c'était le dandy. Alors, qui est-il, Montesquieu ? C'est vraiment le dandy de l'époque, mais qui est plein de bons mots, de costumes et de gants couleur gorge de pigeon. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est l'incarnation parfaite du dandy de l'époque, et c'est le vrai héros de l'époque. Les littéraires le connaissent parce qu'en fait, il a donné vie. Ensuite, Proust l'a transformé notamment en baron de Charlus, qui est le personnage qui est à la fois le dandy, mais en même temps le dandy le plus grotesque dans La Recherche du temps perdu. Et on a l'impression que Barnes, à coup, en effet, il refait une autre image du dandy, moins frivole, c'est vrai, si c'est possible. Il y a enfin un dandy, parce que pour Proust, c'est impossible d'être... Si on était dans la société, c'est propre à la pensée de Proust, dans la société, on était dans la futilité. Et ici, il y a chez Barnes autre chose, il y a un désir, un plaisir de jouer avec les mots, de jouer avec les paradoxes, de s'amuser, vraiment, qui en effet montre que on peut être on peut penser à la fois exclusivement à l'habillement, c'est le propre du dandy, c'est d'être très bien habillé, de paraître sans jamais rien paraître. C'est le propre de ce que dit Brumel dans ses livres. Et à la fois, il crée vraiment un personnage, mais presque vraiment une sorte de cour. Et vous savez, même Pozzi, quand on y réfléchit, on sent que Barnes a beaucoup imité Proust, en tout cas il l'a lu, il le cite beaucoup. Et en fait, Pozzi, on a l'impression que c'est comme Charles Swann. Vous savez, Swann, dans La Recherche du temps perdu, c'est celui qui introduit tous les autres personnages, mais en même temps, c'est lui qui rate. Il n'écrit jamais aucun livre, il se fait duper par Odette. Vraiment, c'est le beau loser. Et ici, Pozzi, c'est le beau winner. C'est l'homme qui arrive partout. Là, il faut le redire, l'image première est magnifique. Là, la première image où il est barbu, très digne de lui,
où il est et en même temps où il est, on voit on voit une sorte de robe de chambre rouge écarlate vraiment, et où le traducteur, pour être très exact, dit qu'il a une sorte de nerf de bœuf autour de la ceinture, très discrètement. Vous savez, un nerf de bœuf, c'est fait avec un organe sexuel de l'animal. Donc je crois que tout est dit là-dedans. C'est à la fois une sorte de stéréotype, avec tout ce que ça a de risible, de la virilité, de l'intelligence et tout. Et en même temps, ça décrit une autre époque, incompréhensible pour nous, hein, d'ailleurs. Hein. Une époque où un gynécologue peut séduire autant de patientes, parce que c'est ça, hein, et sans être jamais inquiété, et où d'ailleurs ça passe très très bien. C'est vraiment un autre monde qu'il faut regarder comme un autre monde, c'est-à-dire en jugeant et sans juger. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de problématique dans la posture du narrateur, qui est quand même assez singulière, qui ressemble à celle des grands diaristes de l'époque? Il cite beaucoup les frères Goncourt, et notamment Edmond de Goncourt, dont on sait qu'il a tenu pendant 30 ans, voire 40, je crois, la chronique de tout son siècle, avec force détail, parfois tout à fait glauque, sur les mœurs de ses contemporains, journalistes, auteurs, comédiens, comédiennes, absolument tout le monde y passait. Et c'est forcément un modèle. On ne peut pas imaginer que ce ne soit pas un modèle pour Julian Barnes, qui doit connaître ça par cœur, vu le nombre d'allusions auxquelles il fait référence. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la posture du narrateur, et donc peut-être de l'auteur, de quand même profondément réactionnaire et dans la nostalgie sur cette époque-là? Philippe Chevillet. Oui, peut-être un peu, mais je pense qu'il insiste surtout sur il positive un peu tous les côtés, justement, libertins, libertaires. Il positive, encore une fois, cette ouverture d'esprit, cette bienveillance. Moi, je crois que Julian Barnes, c'est un auteur qui n'a plus rien à prouver. Il y a une liberté aussi dans l'écriture, et puis un côté empirique très anglais. C'est-à-dire que les digressions, c'est pas grave, on retombe toujours sur nos pieds. Et si on change de héros et que on parle à la fin de plus de Catherine Pozzi que de Pozzi, c'est pas grave. Et à travers ça, alors il y a une ambiguïté. C'est-à-dire qu'il se livre, Barnes, tel qu'il est, qui est un écrivain maintenant assez âgé, c'est pas forcément le plus révolutionnaire des écrivains, mais en même temps, ce qu'il défend et ce qui ressort du livre, c'est plutôt des idées quand même assez progressistes et de bienveillance. C'est pas totalement réac, quoi. Laurent Nunez, un dernier mot. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que si vous aimez cette époque, il faut lire ce livre. Si vous aimez les figures cachées qu'on redécouvre, il faut lire ce livre. Mais surtout, c'est le plaisir de raconter. Rien que les premières pages, elles sont incroyables. Il ne sait pas comment commencer, et il commence de différentes manières. On sent complètement qu'il y a un plaisir pur de raconter, et qui fait que dès les premières pages, on sait qu'on a affaire à un livre qui est un chef-d'œuvre, j'aime pas ce mot-là, mais qui est un livre important. L'Homme en rouge, livre important de Julian Barnes, apparu aux éditions du Mercure de France, traduit, et je crois très bien traduit, parce que c'est très beau cette langue, traduit de l'anglais par Jean-Pierre Aoustin. France Culture, la critique, Lucille Comot. Avant de poursuivre cette critique consacrée à la littérature, je rappelle que si vous êtes étudiant et que vous-même vous sentez l'âme d'un critique, vous pouvez participer au prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Il s'agit de lire 5 romans présélectionnés, de rencontrer leurs auteurs, puis de choisir un heureux lauréat. Pour cela, c'est très simple. Envoyez avant le 7 octobre un texte de 1500 signes ou une vidéo d'1 minute sur le dernier roman que vous avez lu. Toutes les manières de faire, Facebook, Instagram, Twitter, sont indiquées et accessibles directement sur le site de France Culture. Et alors attention, Philippe Chevillet va s'y coller et vous livrer en direct un modèle qui, j'en suis sûre, sera absolument parfait, puisque, cher Philippe, vous allez nous révéler un de vos coups de cœur de cette rentrée littéraire américaine. Le roman est un roman de Stephen Markley, il s'appelle sobrement Ohio et apparu chez Albin Michel. C'est l'été et 4 anciens camarades de classe, désormais trentenaires, se retrouvent dans la ville de leur enfance. L'un est toxicomane et doit livrer un mystérieux paquet. L'une doit régler ses comptes avec un frère qui n'a jamais accepté son homosexualité. L'un encore, rentré d'Irak, doit retrouver un amour de jeunesse, tandis que la dernière vient pour se venger d'un garçon qui l'obsède. Dit comme ça a l'air intense, Philippe Chevillet. Oui, c'est intense. C'est un premier roman. Et moi, je l'avais titré dans mon journal Apocalypse Ohio, parce que c'est vraiment un précipité de l'Amérique, époque pré-Trump, qui est totalement
sombre, terrifiant. On voit ces 4 personnages qui ont vieilli, c'est plus des ados, ils ont 30 ans, et au fond, les 2 symboles qui restent les symboles de l'Amérique, c'est-à-dire le lycée avec le sport, les fêtes et l'esprit nationaliste, tout ça c'est dézingué dès le départ, puisqu'on sait que tout s'est très mal passé depuis le lycée. Et ces 4 personnages vont se rencontrer la nuit dans la petite ville de New Canaan, qui est une ville imaginaire, qui elle aussi est complètement en perdition, problème, crise économique. On a toutes les crises qui se confrontent. Cela dit, le roman n'est pas du tout un pamphlet. C'est ça qui est bien, c'est que, et quand bien même il est très organisé, puisqu'on a les 4 voix des 4 personnages qui vont se rencontrer, ça fait un roman choral, comme on dit, donc c'est une construction à l'américaine, on le retrouve aussi maintenant dans les romans français très souvent. Cette construction-là ne gâche pas le sentiment qu'on a d'un flot constant, parce que c'est vraiment un premier roman avec ce côté foisonnant, qui en plus démarre comme vraiment une chronique d'Amérique un peu sinistre, et qui va se terminer quasiment en thriller gore, avec une fin presque, d'ailleurs, un peu cosmique, un peu fantastique. Il est un peu sur tous les fronts, et ça passe, parce qu'il a il y a une vraie urgence, une vraie énergie. Et par moments, je trouve que les personnages, avec leurs désillusions, il faut penser à des personnages de Tchekhov, voire des personnages de romans russes, Dostoïevski, des personnages avec la fièvre qu'il y a derrière eux, et finalement ce côté américain un peu universel, où d'ailleurs l'auteur, je crois, dit moi je veux surtout pas faire de manifeste, et c'est pas un roman manifeste, et il met beaucoup de choses parce que c'est un premier roman, et voilà, ce roman a été sélectionné dans les prix les grands prix de la littérature américaine. Il y en a 9, il fait partie des 9. C'est vraiment un de mes coups de cœur de la rentrée. Ohio de Stephen Markley, apparu aux éditions Albin Michel, traduit de l'anglais par Charles Decourcey. Très bien traduit. France Culture, la critique, Lucille Como. Dernier objet au sommaire de cette critique, un roman, celui de Mathilde Allais, intitulé Sexy Summer et paru chez Flammarion. Comme son titre ne l'indique pas, Mathilde Allais est belge. Sexy Summer est son 3e roman paru chez Flammarion, donc en cette rentrée littéraire. Au départ, il y a Juliette, une jeune fille de 14 ans qui quitte Bruxelles avec sa famille pour rejoindre une zone blanche à la campagne, là où les ondes des antennes et des téléphones ne passent pas, ou presque pas, car Juliette est ultra sensible et les ondes produisent chez elle des crises méconnues et mal comprises de son entourage. Sous le soleil de la campagne belge, elle fait l'expérience des amitiés factices, de l'attirance moutonnière pour le groupe, de la honte et de l'amour vrai. On écoute tout de suite un extrait lu par Boris Pinault. Elle récapitule le vivant. Une vieille édentée à côté, un homme à sa fenêtre, un chaton, une poule. Un son vif raye la surface du paysage. « Hey !» Quelque chose de grave d'abord, puis qui déraille. Elle colle une oreille contre la porte de l'église, c'est venu de derrière. Elle en a lu des livres et vu des films. Elle sait ce qui menace là où rien ne se passe. On déterre des femmes au fond des jardins, on repêche des mômes au fond des lacs. Elle reprend. Une vieille, un homme, un chaton, une poule, un cri. Le silence bourdonne à nouveau comme si rien ne s'était passé. Elle se lève, tourne au coin de l'église et tombe sur un garçon. En équilibre sur le bloc de pierre grêlé qui tient lieu de banc, il crie en direction d'un téléphone portable tenu à bout de bras. « Hey !» Elle lui donne 15 ans. Elle lui donne sa taille à elle, plus un menton. Le double ou triple de ses kilos. Un t-shirt bleu moule son ventre énorme et des seins presque de fille. Ses cheveux blonds collent de sueur dans sa nuque. Ses joues sont si pleines qu'elles lui étouffent les yeux. Il est gros. C'est un garçon de milieu de classe, banni des premiers rangs, banni des fonds et radiateurs. Un garçon qui se prend les pieds dans les lanières de son sac. Un garçon à surnom. Mais quand il se retourne enfin, elle est soufflée du bleu qu'elle découvre dans ses yeux. Dans l'espace rétréci de son regard, il y a une piscine de cinéma. Laurent Nunez, vous disiez trop de chatons pendant la lecture. Trop de chatons dans le livre de Mathilde Allais. Et là, je me disais trop de piscine aussi, une piscine de cinéma dans ses yeux. Non, commençons doucement, disons. Allez-y.
en effet, c'est l'histoire. Vous savez, commencer différemment. Dans ses cahiers, Paul Valéry, il note quelque chose. Il fait parler une fée, et à un moment, la fée, elle dit je suis tranquille, les hommes ne peuvent rien demander que des choses bêtes. C'est l'idée de ce livre. C'est l'histoire d'une fille qui désire une seule chose, c'est ne plus être hyper électrosensible, ne plus être sensible à tout, tous ces troubles électriques ou psychologiques, d'ailleurs, on ne sait pas très bien. Et elle décide avec sa famille de partir dans une sorte de banlieue un peu éloignée de Bruxelles, Varqueville. Et la pauvre, ses vœux sont exaucés. Elle arrive dans un lieu où il n'y a rien, où il ne se passe rien, presque rien. L'intrigue de ce livre est quand même assez minime. Et la pauvre, voilà, elle passe sa vie à espérer autre chose alors qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Il n'y a plus d'ondes. Il n'y a plus rien. C'est un peu mince pour le lecteur, évidemment. Alors évidemment, il y a des amitiés, il y a des vieilles dames qui meurent, il y a des chatons qu'on peut caresser, il y a des amitiés toxiques. Mais voilà, c'est... je sais pas. Je suis plus un adolescent, peut-être. Je sais pas. C'est ce que j'allais dire. Philippe Chevillet, est-ce que vous êtes toujours un adolescent, vous ? Oui, un peu, parce que j'ai trouvé que c'était un joli roman initiatique qui part d'un... C'est vrai que moi, je trouve que le point de départ est assez malin, parce que finalement, dans une époque où, grosso modo, surtout pour les jeunes, avoir le smartphone, c'est vachement important. Et puis on rêve de lieux branchés ou de lieux magiques ou de lieux superbes. Et du coup, là... cette pauvre Juliette se retrouve privée parce que elle fuit les ondes, mais c'est parce que c'est physique, c'est mental, mais c'est en tout cas elle ne peut pas les supporter, donc elle n'a pas accès à toute cette technologie, à tout ce qu'aiment les jeunes d'aujourd'hui. Et puis elle va dans un lieu, une zone blanche, ça veut dire que c'est vraiment pas l'endroit le plus beau des Ardennes où elle va vivre avec ses parents. Donc, alors ce point de départ, moi je trouve qu'il est un peu énigmatique et c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, mais qu'à côté des chatons qui ne m'ont pas obsédé, moi j'aime beaucoup les chatons aussi, mais je trouve qu'il y a quand même une noirceur, des moments, et j'aime bien cette écriture, alors il y a des facilités, mais par moments je trouve qu'elle arrive avec ce côté chronique un peu hyper réaliste à nous donner des couleurs très franches, de scènes très fortes. La scène de lynchage qui est quand même assez brutale à un moment donné, et moi j'avoue que je suis sensible peut-être aux piscines de cinéma, mais je trouve que la belle idée c'est cette amour-amitié avec ce gros garçon. Je trouve que ça, encore une fois on est un peu dans la comptine, dans le roman frais, mais je trouve que dans le genre, derrière le côté lisse, il y a en fait pas mal de talent et pas mal de cœur qui se sent. Moi j'ai lu ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable à lire et ça m'a touché Laurent Nunez. Ouais, vous savez, s'il faut tout dire, on a découvert il y a quelques jours que Philippe et moi, nous étions voisins, et en fait, on est riverains même. Et en effet, là, je découvre que Philippe est sur l'autre rive. L'autre rive, c'est-à-dire qu'il aime les mêmes choses, enfin, à partir des mêmes éléments, lui, il l'aime et moi, je l'aime pas. C'est-à-dire que moi, par contre, cette amitié avec Tom, le petit gros, ce garçon à surnom, j'ai trouvé ça très... Comment vous dire, il y a un désir d'inclusivité, de bons sentiments, d'acceptation des différences. La dernière phrase est vraiment là-dedans. On est vraiment dans un roman qui veut donner une leçon. La dernière phrase, c'est la jeune fille qui déclare « c'est mon ami ». Ça y est, l'acceptation de l'autre. Peu importe ses kilos, pourvu qu'il a des yeux avec des piscines dedans. Vous voyez, c'est ça. Je m'interroge, mais c'est souvent, il n'y a pas que ce livre-là, et là il prend un peu bêtement de ma part, je m'excuse, mais je m'interroge beaucoup, moi, toujours sur la notion de leçon, de bien dans la littérature. Voilà. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Est-ce qu'on ne peut pas raconter autre chose que de donner des leçons aux gens, leur dire l'acceptation des différences, ça passe autre chose par la littérature qui est de l'art d'abord, et qui a autre chose à faire, qui n'est pas de la rhétorique. Pour moi, ça a autre chose à faire quand c'est fait pour les adultes.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez vous une lassitude pour les romans qui sont très nombreux en cette rentrée littéraire, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on en lit, qui sont en effet des romans d'initiation, d'apprentissage amoureux, qui concernent quasi systématiquement des jeunes filles et beaucoup moins des jeunes garçons, et qui se retrouvent dans une situation d'être confrontés à, en effet, la cruauté adolescente contemporaine, si elle a changé, ça je ne sais pas, et qui peut-être produit aussi une forme de trop-plein thématique, tout simplement. Laurent Nunez. Ah oui, bien sûr. Oui, je pense que Comment vous l'expliquez, ce phénomène-là, qui est quand même tout qui se vérifie année après année? les chiffres, c'est quoi? 70% des lecteurs sont des lectrices? Il faut déjà le savoir. Donc forcément, dans une production qui s'est industrialisée, il faut le dire, on écrit et on publie en direction d'un lectorat. Donc c'est ça. On a eu il y a un an ou deux, Dieudonné, non, comment ça s'appelle? Adeline Dieudonné, Adeline Dieudonné, une autre Belge. voilà, qui avait fait un roman à peu près semblable, entièrement adoubé par Amélie Nothomb, je m'en souviens très bien. Une autre Belge, tiens, décidément, c'est la mafia belge est sur le coup. Il y a quelque chose, c'est vrai, voilà, on a peut-être ciblé un lectorat avec l'âge, le sexe, et on lui donne ce qu'on croit qu'il veut. Philippe Chevillet. Moi, j'en lis très peu d'habitude. J'en ai avant, je lisais beaucoup, surtout de la littérature étrangère. Maintenant, ça a un peu changé. Et je suis pas vraiment, je lis pas vraiment ce genre de roman justement initiatique depuis Carson McCullers, donc dont elle se réfère parce qu'elle a lu avant Carson McCullers, Le Grand Maune, etc. Mais voilà, c'est vraiment ce genre d'ouvrage qui est sur le fil. Je trouve je trouve qu'il y a du talent dans cette façon de traiter le sujet, de raconter cette histoire d'adolescente qui lui tient à cœur. Il y a pas, je trouve. Bon, il y a peut-être la petite note morale de la fin, je comprends ce que dit Laurent, mais dans le restant du livre, on a des personnages qui voient surtout c'est un peu ces fauves adolescents, avec, il n'y a pas tellement de jugement de valeur. Je trouve que je trouve que c'est pas un livre trop moraliste, c'est juste une petit livre sur la surface comme ça des choses qui effleure un personnage, qui effleure des êtres. Il y a une scène qui m'a beaucoup plu, qui est la scène de la fête, où il y a une fête sous l'orage, qui tourne pas très bien, et en fait on s'attend à quelque chose de très convenu. Finalement elle n'est pas si convenue que ça, cette scène. Elle arrive toujours à faire ces petits décalages. C'est un roman sensible, c'est pas le livre de l'année, mais je trouve qu'il y a c'est un joli roman, voilà. Sexy Summer de Mathilde Allais, apparu chez Flammarion. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Philippe Chevillet, merci Laurent Nunez. À la préparation de l'émission, c'est Aïssa Touendoy et Boris Pinault. À la réalisation, c'est Perret Legras. Et à la technique, aujourd'hui, Clément Daté.